Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. Au sommaire, clôture ce jeudi à Moroni d'une formation de formateurs de l'EMSP pour l'intégration des modules des soins convenables au curricula des sages-femmes en Union des Comores. On en parle dans ce journal. Réunion de sensibilisation ce jeudi à Moroni sur la vaccination de lutte contre le tétanos et la tuberculose. Telles sont les grandes lignes de ce journal. L'école de médecine et de santé publique EMSP, en collaboration avec le Croissant-Rouge comorien et la Croix-Rouge française, a clôturé ce jeudi à l'école de santé une formation de formateurs de l'EMSP pour l'intégration des modules des soins convenables au curricula des sages-femmes en Union des Comores. Il s'agit là de la mise en pratique des soins respectueux autour de la grossesse et du planning familial, approche basée sur les droits des patients. Reportage du chef Oumarouf et Ahmed Nassor. Au total, 25 enseignants de l'EMSP sont formés pendant 3 jours sur les soins respectueux du mardi 29 au jeudi 31 août. L'objectif de cette formation est de fournir aux personnels médicaux et paramédicaux des compétences nécessaires pour créer un environnement propice à la mise en pratique des soins obstétricaux dans les services de santé. Elle s'adresse particulièrement aux soins liés à la reproduction, à l'accouchement et à la planification familiale. À partir des études qui a été faite au niveau mondial et qui a montré que beaucoup de femmes sont maltraitées au cours de leur consultation au niveau des services de maternité d'une manière générale. Mais pour nous aujourd'hui, la formation surtout se base sur la formation des formateurs sur les soins, ce qu'on appelle les soins respectueux autour de la grossesse et du planning familial. Un des grands enjeux de cette formation est de lutter contre les violences gynécologiques tout en respectant les droits des patientes. Quand une femme se présente à l'hôpital au cours de sa consultation et par exemple le médecin ou la sage-femme lui dit écarte les jambes sans que la femme donne son consentement, déjà ça constitue une violence physique. Et puis également vous avez des violences psychologiques. La communication, donc la communication entre le soignant et le soigné. Donc s'il y a une mauvaise communication, donc ça constitue également une maltraitance morale. Donc si l'institution n'a pas les équipements qu'il faut pour pouvoir traiter la femme comme il faut. Donc, par exemple, si on prend le cas de manque d'eau, manque d'électricité, donc ça constitue également une maltraitance. Après cette formation, les bénéficiaires vont à leur tour sensibiliser leurs étudiants sur l'importance des soins respectueux. Cela contribuera à améliorer la qualité de prise en charge en prodiguant aux patientes des prestations dans un environnement sûr et bienveillant tout au long de leur carrière. Comme annoncé dans nos titres, une réunion de sensibilisation pour la vaccination contre le tétanos et la tuberculose est tenue ce jeudi à l'hôpital de Mbouéni, organisée par le district sanitaire de Moroni. Cette séance de travail a pour objet de sensibiliser l'opinion publique sur la prochaine vaccination qui débute ce lundi. Des parents et des prédicateurs de différentes localités ont répondu présents à cette réunion. Un reportage Abderrahmane Senia et Salimali Ratiraka. Faire vacciner les enfants et les femmes enceintes tout en respectant le calendrier vaccinal est le moyen de prévention le plus efficace pour lutter contre certaines pathologies infectieuses graves et difficiles à traiter comme le tétanos et la tuberculose et j'en passe. La rencontre de ce matin au PMU à Moroni a ciblé les enfants et les femmes enceintes car la population la moins immunisée, d'où la plus vulnérable. C'est la raison pour laquelle des recommandations ont été formulées à l'endroit de ces pêcheurs parents pour qu'ils fassent la vaccination de leurs femmes enceintes et enfants une priorité. C'est les femmes qu'on cherche pour les vaccins de tétanos. On va vacciner aussi les enfants de 12 à 17 ans pour le Covid-19 et le Sinopharm pour les adultes. On fait de prévention sur le tétanos, on fait la prévention sur la rougeole
la tétanos et la tuberculose, la couverture vaccinale est très basse. C'est pour cela que la ministre de la Santé a organisé cette activité pour pouvoir augmenter la couverture vaccinale, pour chercher les enfants qui n'ont pas eu venir à l'hôpital pour de vacciner et les vacciner à domicile ou au niveau communautaire pour augmenter la couverture vaccinale. Les participants à cette réunion de sensibilisation ont mis l'accent sur l'importance d'une telle initiative. En premier temps, on est déjà informé, bon, on est sensibilisé, on a pris des informations, on a appris ce qu'on ne savait pas. Et maintenant, on va sensibiliser les gens pour être informés aussi, bon, pour être prêts à la vaccination qui débutera le lundi. Sachez que plusieurs maladies virables sont évitables par la vaccination. Le ministère de la Santé, à travers son programme élargi de vaccination, dispose de tous les vaccins susceptibles de protéger les enfants et les femmes enceintes résidant aux Comores. Cependant, certains ne sont pas vaccinés. C'est pourquoi le chef de ce centre de Mouoni demande aux enfants de 0 à 17 ans non vaccinés d'aller se faire vacciner. Un mot de santé toujours clôture ce mercredi au centre hospitalier de Mitsameouli des activités comptant pour la lutte contre la cécité entreprise le samedi dernier par des ophtalmologues français et comoriens. Il s'agit d'une prise en charge de malvoyants et non-voyants et d'un partage d'expériences entre les deux parties. Au cours de ces activités, une cinquantaine de patients ont été opérés. Reportage Abderrahmane Sania et Amadan Baraka. Plus d'une cinquantaine de patients souffrant de cataractes et d'autres pathologies des yeux ont été pris en charge au centre hospitalier de Mitsameouli jusqu'à ce mardi. Selon les responsables de ces opérations, ces activités se sont déroulées de la meilleure des façons. Des malvoyants et de non-voyants ont tous été opérés avec succès. Autre activité notable est la séance d'échange entre les ophtalmologues français et leurs homologues comoriens, un échange qui a nourri toutes les deux parties en matière de prévention et de la prise en charge de la cécité. C'est une décision gouvernementale parce que le Conseil des ministres a été saisi par le responsable du programme national de lutte contre la cécité à travers bien sûr le ministère de la Santé pour qu'il y ait une délocalisation de cette activité qui d'habitude a lieu dans la capitale, notamment à l'hôpital El Marouf de Moroni. Donc le gouvernement a décidé à ce que cette activité ait lieu à Mitsameouli avec le soutien d'une ONG française qui est venue nous appuyer, une ONG qui s'appelle Terre d'Ophtalmo, qui est venue avec une équipe de spécialistes appuyer le médecin national avec son équipe pour mettre en œuvre ce projet. Les médecins traitants ont manifesté leur satisfaction d'une part au comportement des patients et d'autre part du déroulement de la prestation. Notre association, c'est l'association Terre d'Ophtalmologie. C'est une association qui est française, qui a été créée par des ophtalmologues français pour venir apporter une structure pour le développement dans des pays, pour développer la chirurgie de la cataracte notamment, mais pas que, voilà, pour essayer de lutter contre la cécité dans différents pays dans le monde. Et c'est vrai qu'on a un partenariat qui est un peu privilégié avec les Comores, parce que ça fait quand même un certain nombre de missions qu'on est là. Donc nous, ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'on est arrivé. Le premier jour a servi en fait à la réception du matériel qu'on a envoyé. On a envoyé des machines qui nous permettent d'opérer la cataracte dans les conditions les plus sécurisées. Un des ophtalmologues comoriens met l'accent sur les opportunités qu'ils ont en matière de prise en charge. Eh bien, l'objectif de la mission chirurgicale qui est arrivée à Mitsameouli cette semaine, l'objectif c'est de pouvoir, premièrement, échanger avec le personnel local, c'est-à-dire renforcement de capacité. Deuxième objectif, c'est de pouvoir doter nos structures en plateau technique adéquat. Et le troisième objectif, c'est d'aller lutter contre les maladies cécitantes curables. Parce qu'il y a des maladies cécitantes non curables. Et donc, la première cause qu'on a
attaquer dans cette mission, c'est la cataracte. Et donc, voilà en gros le but de la mission. Tout en sachant que cette mission rentre dans le cadre du plan opérationnel des activités du Programme national de lutte contre la cécité en Union des Comores. La coopération entre ces deux parties pour la prévention et la prise en charge de la cécité en Union des Comores ne date pas aujourd'hui. Cette fois fut la deuxième pour ce genre d'opération. Suite de l'actualité, le ministre de la Justice, Jay Ahmada Shamfi, a convié la presse nationale pour dresser un bilan des travaux réalisés par son ministère ces 6 derniers mois. Le ministre a parlé de renforcement de capacités et appui technique et financier à l'endroit du secteur judiciaire des Comores. Suivons-le. Révolution judiciaire, pourquoi révolution? Parce que depuis l'indépendance à nos jours, pour la première fois, des juges des greffiers qui ont montré leur talent et leur savoir-faire, diplômés d'au moins master, avec une expérience d'au moins 10 à 15 ans, ont été hissés aux fonctions de magistrats. Et puis après, révolution, parce que pour la première fois, des formations qualitatives, qualifiantes, droit au HADA et droit en général, sont effectuées sur notre pays. Et la première promotion, n'est-ce pas, prendra service en septembre. Et la deuxième promotion, n'est-ce pas, fera son entrée au mois de septembre. C'est une révolution, pourquoi? Parce que 20 auditeurs que nous ayons de cesse de remercier, en tout cas l'AFD et la coopération française, puis c'est le bailleur de fonds de ces formations, n'est-ce pas? Ces auditeurs de justice sont formés au nombre de 20. Les greffiers autant, donc, et aussi révolution, puisque le RCCM, c'est-à-dire le registre de commerce et de crédit mobilier, est installé au tribunal de commerce de Moroni, n'est-ce pas? Et le fichier national est régionalisé, c'est-à-dire que l'entreprise qui est enregistrée à Moroni est visualisée à Abidjan et à Ondé. Ce qui fait que, à la date d'aujourd'hui, l'assiette fiscale a augmenté par rapport à cette nouveauté du RCCM. Et pour terminer, on vous a convié tout récemment à la maison d'arrêt de Moroni pour la pose de la réhabilitation de la maison d'arrêt depuis 1963, serait une première. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Sonelec, face à la presse ce jeudi à Moroni. Pour Solehi Mohamed Junaïd, la démarche vise à informer l'opinion publique sur les causes des délestages répétitifs qui caractérisent la société ces derniers temps. Le patron de l'établissement public a évoqué des révisions techniques qui se poursuivent dans les centrales, ce qui réduit considérablement les capacités de production de l'électricité. Nous vous proposons de le suivre. Nous sommes en train de finir la révision à Mouéli du deuxième groupe, donc Mouéli sera sécurisé. Et à Fumbouni, nous sommes en pleine révision générale du groupe depuis une semaine. Et nous comptons dans une semaine finir cette révision, Inch'Allah avec succès, ce qui permettra d'alimenter Tumbadjini jusqu'à Mbibodjou. Et ensuite, nous allons attaquer la révision du groupe électrogène microcentral de Mitsameouli, qui va permettre également, dans les 15 jours qui vont suivre, d'alimenter tout Mitsameouli sans délestage jusqu'à Ntsaweni, Inch'Allah. Nous avons aussi montré que actuellement, nous attendons, avec l'assistance du gouvernement, bien sûr, l'acquisition des pièces de rechange, mais aussi le renforcement par des nouveaux groupes électrogènes qui seront financés, je l'espère bien, et très vite d'ailleurs, avec la Banque africaine de développement, à travers le projet PASEC. Et pour les révisions, nous travaillons avec le Maroc, qui va nous porter assistance au niveau de la fourniture, bien sûr avec le financement du gouvernement comorien, la fourniture des pièces de réchange et l'assistance à l'entretien
avec nos équipes, parce que nos équipes aussi vont bénéficier en même temps de cette assistance, un renforcement de capacité. Nous allons réviser à nouveau ce nouveau programme de rationnement pour améliorer encore la fourniture en attendant que ces interventions puissent se concrétiser. Et nous espérons vraiment que dans les 2 mois, nous serons au rendez-vous avec les Comoriens qui en ont besoin de cette électricité. Et c'est bien entendu pour l'ensemble du territoire. Alors pour Moélie, comme je l'ai dit, si ce groupe réussit bien cette révision, nous aurons une sécurité au niveau de l'île de Moélie. Grande Comore est en jouant par rapport à ce que j'ai dit, mais nous avons aussi des partenariats parce que nous avons Innovant qui va développer une nouvelle centrale photovoltaïque de 3 MW au nord de l'île, à Mitsamiouli. Et il y a une promesse de pouvoir injecter à partir de décembre 1 MW. Donc cela ira progressivement jusqu'à obtenir les 3 MW plus tard, mais ça va permettre d'assurer une fourniture 24 heures parce qu'on aura déjà révisé le groupe de Mitsamiouli et donc on aura 24 heures d'énergie, Inch'Allah, dans la région de Mitsamiouli et dans le Mboudé également. Ensuite, pour toujours Grande Comore, nous avons un projet avec la Banque mondiale de développement d'une centrale photovoltaïque de 6 MW. Donc ces 6 MW rajoutés aux 6 MW d'Innovant, on aura 12 MW qui vont fournir l'électricité sur l'ensemble du territoire dans la journée et ça va nous permettre de réduire la consommation du gasoil. Un mot de sport de cette édition pour la 5e journée des Jeux des îles de l'Océan Indien. Les Comores ont remporté 2 médailles d'or gagnées par les 2 frères Madi Yanis et Latchouf sur la discipline de la lutte. Cette réussite a permis aux Comores de remonter à la 5e place de classement des médailles. Le récit de Oussamidine Ben Ahmed. Pour leur première participation aux Jeux des îles, les lutteurs comoriens ont rapporté 2 médailles d'or grâce à Latchouf Madi et Yanis Madi. Dans un combat très équilibré, le Comorien Latchouf a réussi de renverser son confrère malgache puis hisser le drapeau comorien. Quant à Yassine, il était très combatif, puissant tout au long du combat. Avec des appuis et attaques très remarquables, le Comorien a remporté la finale. Cette victoire a fait exploser une immense joie à ces athlètes comoriens. Moi, ça me fait plaisir personnellement. Après, pour moi, c'est la première fois que je participe à cette compétition. C'est une médaille d'or et c'est un début. On commence à marcher, quoi. Après, on vise des objectifs plus gros, quoi, comme le championnat d'Afrique ou les qualifs géo pour non-l'oncle. Et voilà, quoi. Sinon, ça fait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui étaient là pour nous soutenir. Comme conseil, j'aurais dit venez défendre. Comment dire, si on a la chance de le faire, si on a l'opportunité de le faire, autant essayer. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on pourra se dire qu'on a essayé. Originaires de Mayotte, Latchouf Madi et Yanis Madi ont décidé de s'inscrire à la Fédération comorienne de lutte pour défendre le drapeau des Comores à Madagascar. C'est une décision qui a été rapidement validée par le président de la Fédération comorienne de lutte. Avec les 2 médailles d'or, on est très content et ça, je félicite toutes les instances sportives qui m'ont soutenu jusqu'à là pour arriver à cette joie. Bon, le conseil que je donne aux athlètes comoriens qui est partout dans le monde, c'est faire venir à les équipes nationales pour défendre la nation parce que la patrie est très importante. Il faut savoir que les gars qui ont gagné le médaille d'or aujourd'hui, ils viennent de l'île de Mayotte, île de Comores. Là, on est très contents. La performance de ces lutteurs a permis aux Comores de récupérer la 5e place au classement des médailles d'or.
Parlons en présent de la rencontre footballistique de ce jeudi après-midi, un match qui a mis aux prises les Selacantes des Comores et la formation de Madagascar. Le match s'est soldé sur un score de 4-2 en faveur de l'équipe malgache. Suite à cette défaite, les Comores vont devoir disputer le match de classement pour tenter de gagner au moins la médaille de bronze. Et en international, dans le but de réduire le nombre d'accidents au Nigeria, le corps fédéral de la sécurité routière a entamé une campagne de répression contre les véhicules délabrés à travers le pays. Et en Afrique du Sud, des dizaines d'adultes et d'enfants ont péri dans un incendie qui a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à Johannesburg. Le dernier bilan fait état de 73 morts. Et les rafales d'Idalia balaient mercredi la Floride où l'ouragan a touché une province des inondations et a causé des inondations et des dégâts impressionnants. Reportage Africa News, France 24 et RTBF. Dans l'objectif de réduire le nombre d'accidents de la route au Nigeria, le corps fédéral de sécurité routière a entamé la répression immédiate de tous les véhicules délabrés à travers le pays. Cette décision intervient après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une voiture avec seulement 3 pneus circulant sur une autoroute dans l'état d'Ogun. Selon le commandant du secteur d'Abuja, en plus de défigurer le paysage de la ville, ces véhicules constituent un réel danger sur les routes nigérianes. Nous savons que le facteur le plus important est le facteur humain, mais la partie mécanique est un élément tout aussi majeur. Et si on parvient à éliminer ce problème, cela contribuera largement à réduire le nombre d'accidents sur nos autoroutes. Ce n'est pas la première fois que cette opération a lieu au Nigeria. Certains conducteurs et agents routiers affirment que cet exercice rendra les routes plus sûres pour tout le monde. Il y a énormément de problèmes liés aux véhicules délabrés, donc cela contribuera grandement à réduire les accidents. Si le véhicule n'est pas en état de rouler, il n'a pas sa place sur la route, car il crée des problèmes, alors il vaut mieux le retirer de la circulation. Les autorités précisent que l'opération, qui est un exercice continu et durable, est menée à l'échelle nationale. Par ailleurs, des sanctions sévères sont prévues pour toute personne utilisant ces véhicules. Nous avons pris de nouvelles mesures. Nous organisons des patrouilles pour renforcer notre stratégie visant à faire appliquer la loi. Les experts de la sécurité routière au Nigeria affirment qu'environ 70% des véhicules d'occasion circulant sur les routes ne sont plus en état de rouler. Les pompiers éteignent les dernières flammes et continuent de sortir les corps des victimes du bâtiment. Ils ont maîtrisé l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans cet immeuble situé dans l'ancien quartier d'affaires de Johannesburg, désormais squatté par de nombreuses familles démunies et des personnes sans domicile fixe. Nous ne connaissons pas la cause de l'incendie, mais comme c'est un bâtiment abandonné et occupé illégalement, il peut y avoir deux options, une connexion illégale ou une mauvaise utilisation d'appareils électroménagers. Il nous a été rapporté qu'au moment où l'incendie a débuté, il n'y avait pas d'électricité. Les blessés, dont la majorité a inhalé de la fumée, ont été conduits dans des hôpitaux pour y être soignés. Selon les autorités provinciales, cette tragédie met en lumière un problème bien plus ample de mal logement. Cela démontre un problème chronique avec les constructions dans notre province. Comme nous l'avons dit précédemment, 1 200 000 personnes ont besoin de logement dans notre province. Nous avons besoin d'une approche intergouvernementale afin de ne pas avoir à gérer à nouveau ce genre de tragédie avec de telles proportions à l'avenir. Environ
13% des près de 60 millions de Sud-Africains vivent dans des logements non conformes, d'après les statistiques officielles. Une station-service qui chavire, des vents extrêmement violents. L'ouragan Idalia n'a pas épargné la côte ouest de la Floride. À Horseshoe Beach, sur le golfe du Mexique, les caméras de surveillance ont filmé ces maisons se déchirer face à la puissance des flots, alors que les habitants avaient pris la fuite. Aujourd'hui, ceux qui reviennent découvrent cette petite station balnéaire complètement dévastée, comme ce retraité de 77 ans. I'm told 2 people stayed here. I don't know who they were, but there's so many houses that are gone and so much stuff around. Pour l'instant, il n'y a aucune victime recensée, mais les autorités de Floride évaluent toujours la situation. Car vu du ciel, on comprend que les dégâts sont importants. Le vent a soufflé à plus de 200 km/h. Des vagues de 5 mètres ont été enregistrées et le nombre de sinistrés pourrait se compter en milliers. Ici, dans la ville de Perry, Idalia a marqué les esprits. Les habitants sont habitués aux ouragans, mais pas d'une telle force. To be honest with you, I woke up this morning just in complete shock. I never seen anything like this. It's unbelievable how strong winds can be. Mother Nature is definitely no joke to play with. À Tampa, la plus grande ville de l'ouest de l'État, certaines rues sont aujourd'hui transformées en canaux, uniquement accessibles en bateau. Les images satellites de la région donnent aussi une idée de l'ampleur des inondations. Idalia a quitté la Floride et se dirige vers le nord. L'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale. Mais ce jeudi, on compte encore plus de 300 000 foyers totalement privés d'électricité. C'est avec la page internationale que se termine cette édition. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux titres. Clôture ce jeudi à Moroni d'une formation de formateurs de l'EMSP pour l'intégration des modules des soins convenables au curricula des sages-femmes en Union des Comores. Réunion de sensibilisation ce jeudi à Moroni sur la vaccination de lutte contre le tétanos et la tuberculose. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous.